Article 2. M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous accorder de votre temps comme tous les jours d'ailleurs, parce que c'est une émission qui est diffusée 4 fois par jour durant une semaine. Ce programme Constieka Weekly News, vous êtes nombreux, ça nous fait plaisir, et c'est pour cela qu'on se donne le devoir de vous apporter de l'information vraie. Je suis Constieka. Cette émission nous conduira au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, Brazzaville, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Nous allons parler aussi du Vatican, de l'information Vatican, du Sénégal et de la Guinée-Conakry. Mais déjà, un clin d'œil pour suivre nos programmes. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Nous allons commencer cette émission, c'est tout à fait normal, par le Cameroun. La raison est simple. Ça a été le premier des 2 grands pays qui ont choisi le mois d'octobre pour les élections présidentielles. Au Cameroun, c'était le 12 octobre, le scrutin présidentiel. Et en Côte d'Ivoire, c'était plutôt le 25 octobre. Et c'est vrai qu'on parlera un tout petit peu de tous ces résultats, de toutes ces informations qui touchent ces 2 pays sur le plan de la présidentielle. Mais avant, rien ne s'est arrêté partout. Les institutions ont fonctionné, des accords se sont tissés entre institutions et le rythme quotidien a suivi son cours dans ces pays. Parlons déjà du Cameroun. Au Cameroun, la délégation générale de la Sûreté nationale camerounaise et la Caisse nationale de la prévoyance sociale, à savoir ainsi la CNPS, ont signé un accord historique pour le bonheur des travailleurs camerounais. Reportage CNN Cameroun. La Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun ainsi que le CNPS et la délégation générale à la Sûreté nationale du Cameroun ainsi que le DGSN ont procédé pour le bonheur des travailleurs camerounais à la signature historique d'une convention. Les 2 institutions, représentées par le directeur général, M. Olivier Mekoulou Mvondo Akame pour la CNPS et M. Bagangele pour la DGSN, ont signé une convention pour lutter contre la fraude et l'incivisme dans le domaine de la sécurité sociale du Cameroun. Le top management de la CNPS Cameroun, soucieux de préserver et garantir les intérêts des travailleurs camerounais et responsabiliser les employeurs face à leur devoir de régulariser leur situation en s'acquittant de leurs dettes à la CNPS. Cette convention a pour but de renforcer la collaboration entre la DGSN et la CNPS en matière de vérification de la conformité sociale des employeurs. En rien ne va piétiner les droits des citoyens, au contraire, il est là pour préserver les droits des citoyens en ce que il nous permet de mieux contrôler les employeurs qui ne reversent pas les cotisations sociales et donc privent les travailleurs des entreprises concernées de leurs droits sociaux, alors que même ils roulent carreau. Si vous n'êtes pas conforme, si vous avez une grosse dette vis-à-vis de la CNPS que vous ne voulez pas acquitter de mauvaise foi et que vous voulez faire un déplacement à l'étranger, la DGSN sera fondée à vous interpeller et vous demander la production de l'attestation de conformité sociale. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas
franchir les frontières. La CNPS et la DGSN, par la signature de cette convention, unissent leurs forces pour lutter contre la fraude. La préservation des droits des travailleurs, axe majeur de la CNPS Cameroun, a reçu l'apport précieux de la délégation générale à la Sûreté nationale qui, désormais, pourrait empêcher tout employeur ne s'étant pas acquitté des droits de ses travailleurs de quitter le sol camerounais sans attestation de conformité sociale. La contribution rassurante du directeur général à la Sûreté nationale camerounaise est un signal fort, comme il l'atteste dans son allocution. Sécuriser les droits de nos citoyens, je crois que ce serait une très bonne chose. C'est pour cela que nous avons répondu favorablement à votre approche. Et je voudrais donc vous rassurer, nous venons de signer le texte, je voudrais vous dire que la délégation générale à la Sûreté nationale est à votre disposition pour l'accomplissement total et heureux de votre mission. Vous pouvez compter sur nous. Aux employeurs véreux, le message est lancé afin de préserver les Camerounais de leurs droits sociaux. Et la signature de cette convention est la preuve que l'heure ne sera plus au laxisme, à la fraude et à la spoliation des droits des travailleurs camerounais. En présence de M. Mbargangele, DGSN, et des hauts responsables de la Direction générale de la Sûreté nationale camerounaise, M. Olivier Mekolo-Vondo, directeur général de la CNPS, confirme ainsi le souci permanent du top management de la CNPS à veiller sur la régularisation permanente et la préservation des droits des travailleurs camerounais. Il était important pour nous de revenir un tout petit peu sur la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire et surtout avec le conseil d'un aîné. Parce que quand il faut parler de certaines choses et surtout en télévision, il faut avoir l'expression vraie et le rappel et ne jamais se dire que tout est connu d'avance par des émissions ou encore des informations précédentes. Merci à cet aîné qui se reconnaît. Et nous allons parler de cette commune qui s'est tout simplement dégagée comme la toute première sur les 10 communes que compte la ville d'Abidjan. Alors, si la présidentielle a révélé des surprises énormes, l'exemple le plus patent est le score du taux de participation dans la commune d'Atekoubé, où le maire Paulin-Claude Danhaut, qui était aussi directeur régional de campagne du RHDP et maire de la commune d'Atekoubé, a su rassurer et canaliser ses populations. Notons que cette commune avait 103 500 personnes inscrites et 63,06% de taux de participation, ce qui offrait automatiquement 92,56% en pourcentage de vote direct au candidat Alassane Ouattara. Cette note qui classe, comme vous le voyez d'ailleurs sur nos écrans, la commune d'Atekoubé comme la première des 10 communes de la ville d'Abidjan à être acquise au président Alassane Ouattara, faisant d'Atekoubé le bastion du RHDP, comme il le dit, et vous l'entendrez, le maire d'Atekoubé qui, je le rappelle, était directeur régional de campagne du RHDP. Voilà qui confère à ce maire vraiment, comme on le dit vulgairement, il a mouillé le maillot. Quand on mouille le maillot, ça fait énormément plaisir. Comme un autre que nous avons vu, nous, au lancement de la campagne, à savoir le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, qui vraiment a fait quelque chose d'exceptionnel pour le lancement de la campagne du RHDP. Ça restera encore dans les mémoires pour longtemps, parce qu'à cette occasion, je sais que l'équipe de CNN trempée dans de l'eau, d'ailleurs, quand vous regardez, mon caméraman, voilà, trempé, et il était triste. Pourquoi? Parce qu'il a perdu une caméra, il a pris moins de précautions pour préserver sa caméra qui tout de suite a reçu trop d'eau, des gouttes d'eau de part et d'autre. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, cette très belle Côte d'Ivoire. Je demande encore à Marcel de nous montrer la Côte d'Ivoire, surtout les zones un peu rurales. Regardez ces belles autoroutes, ces routes bitumées. Ah, les Ivoiriens peuvent s'enorgueillir. Et nous, en Côte d'Ivoire, on se sent heureux de rouler avec toutes nos bécanes, nos berlines, sur ces routes pour se rendre de village en village, de ville en ville. Et ça, c'est le travail d'un homme. Un homme pour qui tous les cœurs étaient arrêtés.
Tout le monde était au suspense en attendant la déclaration du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Et dans le respect des institutions de Côte d'Ivoire et selon les règles et lois en vigueur, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle 2025. Reportage CNN Côte d'Ivoire. Enfin, le moment tant attendu des populations ivoiriennes et de la communauté internationale s'est écourté ce mardi 4 novembre 2025 au siège du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, présidé par Madame Chantal Nanaba Camara, qui a reçu des présidents et membres d'institutions nationales en présence de la presse nationale et internationale dont CNN pour la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle 2025. Il était 13h à Abidjan. Considérant qu'après le recensement général des votes de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, la commission électorale indépendante a proclamé les résultats provisoires suivants. Population électorale 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Suffrage exprimé 4 187 318. Bulletin blanc 66 788. Ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77%. Considérant que Monsieur Alassane Ouattara a recueilli 3 759 030 voix, réalisant ainsi un score de 89,77%, supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour. Décide. Article 1er. Le scrutin du 25 octobre 2025 est régulier. Article 2. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN s'est rendue dans la première commune d'Abidjan, présidée par M. Paulin Claudon, celle-là même qui a battu le record de taux de participation à la présidentielle avec, en solde, le premier taux de pourcentage de vote pour le candidat Alassane Ouattara, qui depuis ce mardi 4 novembre est déclaré président élu de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons eu un baume au cœur, un grand soulagement à l'annonce de cette information essentielle pour notre pays. Il s'ouvre pour la Côte d'Ivoire le vaste chemin de l'unité, de la fraternité, le vaste sentier de la solidarité et surtout de l'unité. Pour Atekoubé, cette campagne a été un moment d'engagement et de reconnaissance de l'action d'un grand homme, d'un homme d'action, de conviction et surtout un homme en qui et à travers qui nous voyons l'avenir en confiance. Nous sommes ce que la Côte d'Ivoire est, une terre d'hospitalité, le pays de la vraie fraternité. Et c'est cela que nous pensons que le président Alassane Ouattara, à travers son bastion d'Atekoubé, pourra projeter pour toute la Côte d'Ivoire une terre d'union, une terre de fraternité, une terre de solidarité. Son Excellence Alassane Ouattara, président élu de la République de Côte d'Ivoire pour une grande nation ivoirienne, est félicité par les populations ivoiriennes. Il est innocent, c'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'il y avait la peur qui était là, qui était installée. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On ne fait que glorifier le nom de Dieu.
et puis on avance avec ça. Je suis très content. Quand Alassane a gagné, je suis très content. Je dis félicitations à Monsieur le Président pour sa réélection. Nous tous, on t'a voté. Tu as gagné, nous tous on est contents. On prie beaucoup pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. J'aimerais remercier le Président de la République de tout ce qu'il nous a apporté. Que Dieu lui donne de la paix, santé, longue vie, longévité. Au lendemain de cette annonce, de cette proclamation définitive des résultats de la présidentielle du 25, alors la presse écrite a inondé, c'était des titres de part et d'autre. Deux organes de presse ont retenu notre attention. L'Intelligent d'Abidjan, qui est ce quotidien qui vous relate de l'information vraie. Toute information vraie, c'est un travail de fourmi que cette équipe de l'Intelligent d'Abidjan opère au quotidien. L'Intelligent d'Abidjan qui, au lendemain, à savoir le 5 novembre, nous offrait cette une, et continuellement, avec le 6 novembre, une autre une. Et l'attention particulière a été la nôtre pour un autre magazine, celle-là pilotée de main de maître par un sachant, avec ce titre qui a retenu notre attention. Vraiment, cette une a retenu notre attention et c'est qui nous permet de féliciter pratiquement son directeur général qui n'est autre qu'une plume reconnue en Afrique, à savoir celle de Bamba Alex Suleiman. C'est vrai, un titre comme celui-là dans un magazine qui s'apparente très apuré, ça fait énormément plaisir. On se retrouve juste après la réclame. Ça fait énormément plaisir. On se retrouve juste après le clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville, qui forme des brillants dans tous les domaines. Oui, cette université, l'Université internationale de Libreville, qui forme l'élite africaine. Et dans cette élite, on trouvera sûrement des futurs Alafé Wakili, le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, dans lequel quotidiennement vous retrouvez de l'information vraie. L'information sans fake, rien du tout. Et Alafé Wakili en est le directeur général. Aussi, des futurs Bamba Alex Suleiman, le propriétaire de ce magazine L'Agora, magazine épuré avec un titre qui dégouline vraiment des connaissances réelles du milieu journalistique de Bamba Alex Suleiman. Et ça fait énormément plaisir. Et je demande à certains qui ne l'ont pas parcouru de se rendre dans les kiosques et de rechercher et l'Intelligent d'Abidjan et le magazine L'Agora pour en savoir un peu plus. Restez des nôtres, vous êtes sur CNN Télévision. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout de suite, nous allons au Vatican. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, a accordé une audience au couple présidentiel gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse, Madame Zita Oligui Nguema. Reportage CNN. C'est dans la solennité des voûtes historiques du palais apostolique au Vatican que le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, a été reçu par sa sainteté, le pape Léon XIV. Un moment chargé de symboles de spiritualité et diplomatie qui a scellé une nouvelle étape dans les relations entre le Gabon et le Saint-Siège. Le souverain pontife, dans sa bienveillance coutumière, a salué
lui en son hôte l'homme de paix et de réconciliation, porteur d'un projet national fondé sur la justice, la dignité humaine et le rétablissement des valeurs morales. À l'issue de l'entretien, les deux responsables ont procédé à l'échange de cadeaux instantanément perçus comme une bénédiction papale pour le peuple gabonais. Au-delà du protocole, cette visite du couple présidentiel gabonais au Vatican constitue une parenthèse lumineuse dans la diplomatie gabonaise, un acte de foi et d'espérance renforçant la vision d'un Gabon réconcilié, attaché à ses valeurs morales et ouvert au dialogue spirituel international. Nous quittons le Vatican et retour en Afrique. Nous allons parler d'un pays, le Mali. Le général d'armée chef de l'État malien, M. Assimi Goïta, a inauguré les mines de lithium de Bougouni. Reportage CNN. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a présidé ce lundi 3 novembre 2025 à Bougouni la cérémonie d'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium du Mali, exploitée par les mines de lithium de Bougouni. Cet événement marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale de valorisation des ressources minières et de souveraineté économique. Cette cérémonie a enregistré la présence du président du CNT, du gouverneur de Bougouni, des autorités et légitimité traditionnelle de la région, de la société civile. Les partenaires du Mali, notamment le représentant de l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, ainsi que les autorités administratives de la région. Aussi, des membres du gouvernement, dont le ministre des Mines et celui de l'économie et des finances, étaient également présents. En moins d'un an, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a accordé 3 visites de haut niveau à la région de Bougouni. Après la centrale solaire de Tchakadougou, Dialakoro et la première mine de lithium de Goulan-Manina, voici aujourd'hui celle de Bougouni. Autant de signes d'un leadership constant tourné vers le développement et la prospérité nationale. Il y a moins d'un an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays producteurs de cette subsistance stratégique. Comme vous le savez, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en 2 phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé. Le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. Aussi, 24 milliards a été investi dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Donc la vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali.
Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. Un investissement initial de 65 millions de dollars, environ 36 milliards de francs CFA. La première phase du projet permettra la production annuelle d'environ 120 000 tonnes de concentré de spodumène. En combinant la production de Bougouni et de Goulamina, le Mali devrait atteindre 590 000 tonnes de lithium en 2026, se hissant ainsi au premier rang africain. Tout cela résulte du partenariat entre le Mali, la Chine et le Royaume-Uni. La mine alimentera les finances publiques via impôts, taxes, dividendes et contributions à 4 fonds miniers, dont le Fonds de développement local et celui consacré aux infrastructures énergétiques et hydrauliques. Nous quittons le Mali, mais nous restons toujours avec le corps habillé. Et là, nous faisons un petit saut et allons au Congo, du côté de Brazzaville, le Congo-Brazzaville. Et au Congo, la cérémonie de remise des insignes de grade pour le compte du 4e trimestre 2025 a retenu l'attention de toute l'équipe de CNN. Reportage et images. Poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 1, toutes les unités sont alignées. À son arrivée, le général de brigade en charge de la zone militaire de défense numéro 1 est reçu par le major de garnison, le colonel Éric Pascal Tassi, suivi du commandant des troupes, le lieutenant-colonel Thierry Aume-Renoir, chef de la division transport en fonction au commandement logistique de la zone. Les honneurs militaires marquent le début de la cérémonie, suivie par la revue des troupes par l'officier général responsable de la zone, le général de brigade Jean Olesongo Ondaï, ayant beaucoup plus de valeur qu'un simple événement officiel. La cérémonie de remise des insignes de grade pour le compte du 4e trimestre 2025 a été précédée par la levée des couleurs, durant laquelle le drapeau national est élevé au sommet d'un mât, symbole de l'unité et de l'adhésion aux valeurs républicaines ainsi que de la fierté nationale. Suite à la lecture des tests portant nomination au grade supérieur, les 18 membres des forces armées promus ont officiellement reçu leur nouveau galon représentant la valorisation du mérite personnel, la discipline et le dévouement au service de la patrie. Dans son discours, le camp zone a exhorté toutes les unités à intensifier leurs efforts au travail et à maintenir la discipline tout en garantissant la sécurité de la ville avec professionnalisme, dévouement et altruisme. Rappelons que le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la tranquillité des citoyens doivent rester des priorités absolues. De plus, le général de brigade Jean Olesongo Ondaï a encouragé les militaires à adopter une bonne conduite en étant exemplaires, rigoureux et respectueux des lois et règlements de la République, tout en assurant la quiétude et la sécurité collective grâce à leur présence et leur sens du devoir, favorisant ainsi un climat apaisé, sécurisé et garantissant la stabilité au Congo. Au promu, il a été souligné qu'un grade procure des droits, mais également et surtout des obligations à signaler le Conzone, leur adressant ses félicitations au nom de la hiérarchie. Il convient de souligner que ce cérémonial s'est tenu du début à la fin dans le respect absolu de la tradition militaire. Les bénéficiaires ravis n'ont pas demeuré insensibles. Nous avons conscience que cette élévation en grade s'accompagne de responsabilités nouvelles. Mais nous n'ignorons pas les exigences qui en découlent. Et avec l'aide des anciens et conseils des chefs et notre volonté personnelle, nous efforcerons d'être à la hauteur. Conformément à la tradition militaire, le galon doit être arrosé par son supérieur et dans cette même optique que le Conzone va arroser les galons de ceux qui sont promus à des grades supérieurs en leur témoignant toute sa gratitude. Nous revenons en Afrique de l'Ouest et là nous allons parler du pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso. La compagnie nationale burkinabé, à savoir Air Burkina, a grandi sa flotte avec l'acquisition d'un nouvel aéronef. Reportage CNN.
La flotte de la compagnie Air Burkina s'agrandit avec l'acquisition d'un nouvel aéronef de marque Embraer, un avion de ligne biréacteur à fuselage étroit conçu par le constructeur brésilien. Il est conçu spécifiquement pour desservir des liaisons de courte et moyenne distance. Le nouvel Embraer 190 de la compagnie Air Burkina s'est posé sur le tarmac pour recevoir son baptême d'eau, marquant ainsi une étape symbolique dans son intégration à la flotte de la compagnie. Cette cérémonie a permis de célébrer l'arrivée de l'appareil et d'officialiser sa mise en service prochaine. Ce deuxième Embraer 190 dispose des mêmes capacités que le premier. Il propose 6 places en business class, offrant un confort accru aux voyageurs, privilégiant davantage d'espace, et 92 places en classe économique permettant de transporter un grand nombre de passagers sur les lignes desservies par la compagnie Air Burkina. C'est une acquisition qui a été faite grâce aux efforts des Burkinabés sous la houlette de leur président, le capitaine Ibrahim Traoré, et c'est quelque chose qui nous rend tous fiers. Je pense à ce personnel très joyeux et je veux leur dire quelque chose, qu'ils travaillent, qu'ils s'engagent, qu'ils soient patriotes, parce que Air Burkina doit rester Air Burkina. Il survit depuis 1967. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. Ce nouvel avion vient renforcer la flotte d'Air Burkina, lui permettant de desservir ses lignes habituelles avec une réduction des perturbations de programme. Comme vous le savez, opérer un seul appareil, ce n'est pas évident. Moindre incident ou irrégularité, ça perturbe tout le réseau. La clientèle n'est pas satisfaisant. En tout cas, avec ces deux appareils, nous n'aménageons aucun effort pour que nos vols soient les plus réguliers possibles et pourquoi pas envisager l'ouverture de nouvelles lignes. Des inspections ont été réalisées sur l'ensemble des avions pour s'assurer que Air Burkina ait des avions sûrs, pour mener des activités sûres, pour que tous les vols soient menés dans les meilleures conditions. Donc, l'Agence nationale de l'aviation civile peut rassurer l'ensemble des Burkinabés, l'ensemble des passagers, que ces aéronefs qui ont été acquis par la compagnie Air Burkina sont des avions sûrs. Symbole de progrès et d'ambition, ce deuxième avion d'Air Burkina vient illustrer, comme bien d'autres initiatives du gouvernement, l'affirmation de la souveraineté nationale par un développement axé sur les ressources locales. Après le Burkina Faso, un clin d'œil à l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel, le partenaire de cette émission, à savoir Constika Weekly News. Et dans ce temple que présente Marcel, cette université très agrandie sur plusieurs hectares qui permet aux étudiants de ne faire que leurs études, d'aller sous les arbres, se balader en forêt, écouter les chants d'oiseaux et ne rester que concentrés. C'est une plateforme idoine qui offre à nos enfants, à nos jeunes frères, une issue de réussite totale pour leur devenir. L'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après le Gabon et Libreville, nous avons parlé, vous avons présenté l'Université internationale de Libreville.
Un petit tour du côté de la Teranga, à savoir au Sénégal. Au Sénégal, où un homme, le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, va de mieux en mieux et commence à prendre des ailes au gouvernail de la République du Sénégal. Un homme qui parle moins, il doit s'inspirer de ses aînés, à l'exemple du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui parle moins mais pose des actes. Alors au Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye souligne l'importance de la souveraineté sanitaire en Afrique. Reportage CNN. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international des mines du Sénégal, CIM Sénégal 2025, organisé sous le thème « Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique ». Du fait de son caractère stratégique, ce rendez-vous majeur du secteur extractif confirme la place du Sénégal comme pôle régional d'expertise, d'investissement et d'innovation. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a réitéré son engagement à faire du secteur minier un modèle de gouvernance transparente, de transformation locale et de prospérité partagée au bénéfice du développement durable et des générations futures. Durant ces 4 jours intenses, Dakar s'est imposé comme le cœur battant de l'innovation en santé sur notre continent. Nous avons parlé de systèmes de santé résilients, de soins de santé primaire, d'indépendance vaccinale et médicamenteuse, de financement durable, de recherche locale, mais aussi de bien-être, de solidarité, de leadership et de confiance dans la souveraineté. Outre cette exigence de transparence et de bonne gouvernance, l'exploitation des ressources minières doit profiter les communautés locales, notamment grâce à des mécanismes de redistribution équitables et inclusifs. Aucun continent, aucune nation ne peut prétendre assumer seul ses choix libres sans souveraineté sanitaire. La crise a mis à nu nos fragilités, nos dépendances, nos inégalités et révélé combien la santé constitue la première frontière de notre sécurité collective. À cela s'ajoute que le système de santé africain, encore très fragile, est confronté au double fardeau lié aux maladies transmissibles et non transmissibles, mais aussi à l'émergence de nouvelles maladies. Cet événement met en avant la promotion de l'innovation technologique et sociale dans le secteur minier, illustrée par les récompenses décernées aux étudiants dont les recherches enrichiront les discussions lors de ce salon international des mines. Nous quittons Dakar pour le Cameroun. Au Cameroun, vous le savez désormais, Paul Biya a été élu président de la République du Cameroun. Nous allons vous présenter comment s'est préparée l'investiture au Cameroun grâce à l'équipe de CNN Cameroun. Le Cameroun s'apprête à vivre pour la 8e fois en 43 ans la prestation de serment de son Excellence Paul Biya, président élu du scrutin du 12 octobre 2025, conformément à la Constitution devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en congrès. Le serment sera reçu par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïgué Djibril, dans l'hémicycle du Palais de Verre. Paul Biya, une première pour ce symbole de la coopération sino-camerounaise, reflet d'un demi-siècle de réalisation d'envergure à l'image d'un septennat porteur d'espérance. L'instant sera solennel, marquant l'aboutissement du processus électoral initié le 11 juin 2025 avec la convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République. Comme le veut la tradition, la journée d'investiture s'achèvera par la remise des insignes présidentiels par le grand chancelier des ordres nationaux du Cameroun au Palais de l'Unité, scellant ainsi l'investiture du président de la République pleinement investi de ses attributs et exerçant sa haute fonction de chef de l'État, incarnation de l'unité nationale. Le chef de l'État définit la politique nationale, veille au respect de la Constitution et par son arbitrage assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il garantit l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, la permanence et la continuité de l'État, ainsi que le respect des traités et accords internationaux. Le jour de la prestation de serment qui a eu lieu au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le nouveau président de la République nouvellement élu prononce son discours d'investiture du nouveau septennat. Le 6 novembre marque la fin du septennat en cours et le début du nouveau septennat. Un moment solennel, très attendu par la communauté nationale et internationale, le milieu des affaires, les investisseurs et les partenaires au développement du Cameroun, ainsi que par les marchés financiers désireux de connaître les orientations politiques, économiques, sociales et culturelles que le président élu assignera au Cameroun durant les 7 prochaines années. Il y a certains sur nos différentes boîtes mail, nos différents contacts qui nous réclament encore comment est-ce qu'on peut avoir des liens de CNN et tout. Vous savez, en Europe, c'est pas très facile d'être face à une grande télévision à la maison puisque tout le monde travaille. Les gens sortent très tôt, 5 h du matin, 6 h, 7 h, et sont dans les métros, 5 mètres, 10 mètres au sous-sol. Et certains travaillent, se promènent et ont plus de facilité avec leur téléphone ou encore leur laptop. Et nous vous permettons de comprendre que CNN en avant-garde dans la promotion de la visibilité de sa chaîne. Un clin d'œil, comment regarder CNN partout sur la planète. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Nous restons toujours au Cameroun pour vous parler de ce scrutin présidentiel qui s'est achevé le 12 octobre 2025. Et là, le Conseil constitutionnel a donné et déclaré les résultats définitifs. Paul Biya, réélu président de la République du Cameroun. Une présidence avec les grâces divines qui l'amènera à l'âge de 100 ans au pouvoir au Cameroun. Le jeudi 6 novembre 2025, au palais de l'Assemblée nationale du Cameroun, son Excellence Paul Biya, président réélu de la République du Cameroun, a prêté serment. Reportage CNN Cameroun. C'est une journée historique pour le peuple camerounais de voir le président Paul Biya prêter serment pour un 8e mandat, comme si c'était le premier dans l'histoire de la nation camerounaise. Les yeux rivés à l'Assemblée nationale, c'est à 12 h, heure locale, que le couple présidentiel Paul et Chantal Biya font leur entrée au Palais de Verre. Paul Biya, accueilli par le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel et le premier président de la Cour suprême. Par la suite, le rituel de prestation de serment a démarré à l'hémicycle du Palais de Verre Paul Biya. Le président élu fait son entrée sous les applaudissements de l'assistance, notamment des parlementaires, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la famille diplomatique et les membres du gouvernement. Après l'exécution de l'hymne national, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaï Dibril, a souhaité une chaleureuse bienvenue à son Excellence Paul Biya, tout en rappelant la première fois que le président Paul Biya avait prêté serment le 6 novembre 1982. Excellence, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce palais, votre palais, notre palais. 43 ans après, le président Paul Biya est solide comme un roc qui montre aux yeux du monde entier qu'il peut encore diriger ce pays de main de maître. À 43 ans, rythmant avec la célébration des 43e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. C'est un bâtisseur infatigable, d'où cette confiance renouvelée des Camerounais. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, au cours de son serment, s'est engagé à remplir loyalement et à consacrer toutes ses forces à conserver, protéger et à défendre la Constitution. Vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité
l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Son Excellence Paul Biya, qui, dans son discours d'investiture, a tenu à exprimer sa profonde gratitude au peuple camerounais qui, une fois de plus, a décidé de lui faire confiance. Le chef de l'État a décidé de ne pas trahir le peuple tout en accomplissant la mission donnée par le Seigneur. Une tâche certes lourde, mais qu'il compte mener jusqu'au bout, surtout qu'il bénéficie d'un soutien indéfectible de son peuple. Je tiens à exprimer ma très profonde gratitude au peuple camerounais qui, une fois de plus, a décidé de m'honorer de sa confiance. Celle-ci m'a toujours été et me sera encore assurément d'un précieux soutien au cours de ce nouveau mandat. Je tiens à le dire de la manière la plus solennelle qui soit. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou les défis. Non au discours de haine, la paix et la stabilité doivent être le cheval de bataille pour garantir l'harmonie de la nation tout au long de ce septennat. À cette occasion, le président Paul Biya a fustigé l'attitude de certains acteurs de la scène politique de l'opposition en le qualifiant d'irresponsable. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai déjà pris par le passé dans les mêmes circonstances. Celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession à la magistrature suprême. Celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier, celle de vrai sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Le président Paul Biya a tendu la main à la diaspora camerounaise, un appel à l'union sacrée pour relever les défis que le Cameroun fait face. Je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli, mais nous avons encore tant à réaliser ensemble pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. C'est donc un septennat de grandeur et d'espérance que l'on aura tout au long de ce nouveau mandat. Nous souhaitons toutes nos félicitations au président camerounais pour sa réélection à la magistrature suprême et donnons encore du courage à nos équipes basées à Douala et à Yaoundé pour continuer à faire des efforts et nous rapporter comme ça des informations vraies et de premier choix. Je vous retrouve juste après la réclame.
Encore le Sénégal présidé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et au Sénégal, le président de la République a ouvert la 8e édition du Salon international des mines du Sénégal, en sigle SIM Sénégal 2025. Reportage CNN. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international des mines du Sénégal, SIM Sénégal 2025, organisé sous le thème « Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique ». Du fait de son caractère stratégique, ce rendez-vous majeur du secteur extractif confirme la place du Sénégal comme pôle régional d'expertise, d'investissement et d'innovation. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a réitéré son engagement à faire du secteur minier un modèle de gouvernance transparente, de transformation locale et de prospérité partagée au bénéfice du développement durable et des générations futures. La gouvernance du secteur minier doit incarner l'exemplarité. Elle doit reposer sur des principes fondamentaux que sont la transparence dans les processus, la traçabilité rigoureuse des flux financiers et l'orientation stratégique des revenus vers les priorités nationales, notamment en matière d'infrastructure, de formation et d'inclusion territoriale. L'État entend faire du secteur minier un modèle de bonne gouvernance où chaque contrat, chaque investissement, chaque retombée est placé sous le sceau de la transparence, de la redevabilité et de la responsabilité. C'est dans cette optique que l'État a engagé une révision du Code minier, avec pour objectif d'instaurer une fiscalité plus équitable, adaptée aux réalités du secteur et de garantir une redistribution plus juste des richesses issues de l'exploitation minière. À cet égard, j'appelle solennellement l'ensemble des entreprises du secteur à faire preuve d'un respect scrupuleux de la réglementation nationale en vigueur, notamment des dispositions du Code minier, des normes environnementales, sociales et fiscales, ainsi que des obligations contractuelles qui les incombent. Plus que jamais, les sociétés minières doivent devenir des partenaires du progrès et non de simples exploitants de ressources. Outre cette exigence de transparence et de bonne gouvernance, l'exploitation des ressources minières doit profiter les communautés locales, notamment grâce à des mécanismes de redistribution équitables et inclusifs. Aucune mine ne doit prospérer là où l'humain décline. Et aucun projet ne doit se développer au détriment des générations futures. J'invite également les opérateurs à renforcer leur ancrage territorial en intégrant de manière proactive les préoccupations des communautés impactées. Cela suppose une concertation permanente avec les parties prenantes locales, une transparence accrue dans la gestion des retombées économiques et la mise en œuvre de programmes de développement communautaire adaptés, inclusifs et durables. Il ne saurait être acceptable que les investissements prospèrent dans des zones où les populations riveraines demeurent dans la précarité la plus complète. L'exploitation minière ne doit pas être une source de fracture sociale, mais un levier de cohésion, de progrès partagé et de dignité retrouvée pour les territoires concernés. Cet événement met en avant la promotion de l'innovation technologique et sociale dans le secteur minier, illustrée par les récompenses décernées aux étudiants dont les recherches enrichiront les discussions lors de ce salon international des mines. Constieka Weekly News et cette émission qui vous est proposée
tous les samedis matins dès 8h GMT et qui est diffusé comme ça 4 fois par jour et durant toute une semaine. Un récapitulatif de l'information vraie, l'information traitée par nos équipes professionnelles réparties à travers le monde, en France, au Congo, au Gabon, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Restez des nôtres sur CNN. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Parlons-en encore du Sénégal. Au Sénégal, où l'actualité a été dense, a retenu pratiquement l'attention de l'équipe de rédaction de ce magazine, le Constieka Weekly News. Au Sénégal, on parle de la 6e édition du Forum international sur la démocratie participative en Afrique. Reportage CNN. Des élus locaux ainsi que des partenaires de divers pays dans le monde se sont réunis à Dakar pour parler de la démocratie participative. La ville de Dakar, hôte de ce forum, souhaite servir de modèle grâce à des politiques locales favorisant la participation des citoyens. La démocratie participative est aussi au cœur des préoccupations des plus hautes autorités qui cherchent à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. En accueillant ce forum, Dakar réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance locale inclusive, innovante et solidaire. Cette rencontre internationale rassemblant des délégations venues de divers pays dans le monde se veut un lieu d'échange ainsi que de partage d'expériences en ce qui concerne la démocratie participative. Aujourd'hui, le Sénégal reçoit 38 délégations venues d'un peu partout dans le monde et particulièrement du continent africain pour célébrer, mais surtout échanger et discuter. Définir une feuille de route dont le fondement est la démocratie participative avec comme seul objectif de faire de sorte que nos territoires puissent être ces espaces-là où les choses ne se passent pas, mais où les choses s'inventent. Au-delà des échanges, les fondements d'un modèle de développement africain seront également établis, ancrés dans la réalité des communautés locales. Si l'Afrique doit inventer son modèle de développement, ça va se faire depuis nos communautés, par l'innovation des populations, par la gestion de nos propres ressources, selon nos cultures, nos valeurs et nos principes démocratiques, avec la mobilisation des jeunes, des femmes et de l'ensemble des artisans. L'Afrique réelle, l'Afrique dont le cœur bat au rythme des vraies valeurs africaines se trouvent dans nos territoires. 3 jours d'échanges, d'expériences, de réflexion pour promouvoir la participation citoyenne, l'autonomie des territoires et une dynamique continentale qui met les collectivités locales au centre de la gouvernance démocratique en Afrique. Avant de boucler cette émission, il est important pour moi de vous rappeler que désormais vous aurez droit à un futur programme de 13 minutes sur notre chaîne baptisé « Un homme, un événement ». Et le premier numéro est consacré à quelqu'un qui le mérite, et il le mérite tout à fait. Vous aurez l'occasion de le découvrir très prochainement en restant figé sur CNN TV, que vous avez à partir de vos portables, tous et qui aujourd'hui support numérique. Et cela fera plaisir à notre chaîne. Tous les jours, pratiquement, ce sera diffusé, multidiffusé avec une réplique normale la semaine d'après. Retenez déjà le titre, Un homme, un événement. Je vous retrouve juste après la réclame. Voilà, vous en savez beaucoup plus. Nous allons boucler cette émission avec la Guinée-Conakry. Cette Guinée-Conakry, présidée par son Excellence M. Mamadi Doumbouya, est un pays où il y a de nombreuses richesses. On se rappelle encore que le président Sékou Touré disait tout simplement, et même d'ailleurs le président Houphouët-Boigny disait tout simplement qu'en Guinée, c'est un scandale géologique, à savoir les multiples matières premières que regorge ce pays frère de Guinée-Conakry. Nous y allons. En Guinée-Conakry, l'installation du Collège des médecins assermentés pour l'élection présidentielle s'est tenue le 4 novembre 2025 dans une audience solennelle. Reportage CNN.
À travers une audience solennelle tenue le 4 novembre 2025 à la Cour suprême, que le Collège des médecins assermentés ont été officiellement installés en vertu de dispositions de l'article 46 de la Constitution ainsi que de l'article 136 du Code électoral. Ces médecins assermentés auront pour mission d'évaluer l'attitude physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Dans ces réquisitions, le procureur général de la République près de la Cour suprême, Sidi Souleymane Diaye, avant de solliciter à la Cour d'installer le collège multidisciplinaire des médecins assermentés dans leurs fonctions, a tout d'abord interpellé ces médecins. Le collège a pour mission de examiner les candidats conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Établir un rapport médical circonstancié pour chaque candidat. Délivrer à la Cour suprême un certificat d'aptitude ou d'inaptitude selon les résultats des examens. L'acte qui nous rassemble participe directement à la consolidation de notre État en veillant à ce que tout candidat à la présidence de la République, charge démocratique suprême, présente les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l'exercice d'une fonction d'une telle exigence. Sélectionnés au sein de leur coopération pour leurs compétences, leur intégrité et leur maîtrise dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent surtout honorer le serment d'Hippocrate. À son tour, le président de la Cour, Yaya Boiro, a rappelé aux 7 médecins leurs responsabilités. Vous serez dans l'exercice de vos fonctions les garants de la vérité scientifique au service de la vérité constitutionnelle. Votre expertise médicale devra s'exprimer avec impartialité et indépendance, loin de toute influence politique ou émotionnelle. Comme le disait Aristote, la probité est le fondement de la justice et la justice est le fondement de la cité. Votre serment de médecin vous engage déjà à la probité. Aujourd'hui, la République vous confie un second engagement, celui du service de la vérité dans le cadre du processus électoral. Investis de la confiance du peuple, ces médecins jurent de faire dans toute la transparence possible ce travail exaltant dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Nous allons répondre à cette confiance par notre place. Il a été souvent rappelé que nous devons faire ce travail en toute indépendance, mais en toute impartialité. Mais je voudrais ajouter que nous allons le faire en toute conscience, dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques. Peu après la cérémonie, les membres du Collège des médecins ont visité les locaux situés dans le quartier Cameroun, siège de leur institution, ainsi que l'équipement qui leur est attribué pour effectuer ce travail. Après la Guinée-Conakry, retour en Côte d'Ivoire. Terminé les élections présidentielles. Une élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, la paix. Avec des résultats définitifs, le président Alassane Ouattara, à 89,117%, a été réélu président de la République de Côte d'Ivoire. Alors la commission électorale, la CEI, n'est pas de tout repos. Déjà affûtée, prépare les législatives 2025. Et comme je le disais tantôt, déjà la tâche est sans repos. La CEI, la commission électorale indépendante, se prépare déjà pour les élections législatives du 27 décembre 2025. Reportage CNN. Les bureaux de la commission électorale indépendante est l'endroit clé où s'effectuent les dépôts de candidatures pour l'élection législative du 27 décembre 2025. L'atmosphère est assez tranquille pour ces premiers jours avec peu de personnes présentes. Uniquement les agents de la CEI dans leurs box respectifs préparés à accueillir dès que possible les candidats aux élections législatives. Peu de temps après, un premier visiteur apparaît. Je suis venu prendre des informations concernant les dossiers à l'effet d'être parfum, en tout cas de tous les détails. Ensuite, un deuxième et un troisième, tout en ayant le même but, se renseigner sur la procédure. On a eu des informations à travers
le site de la CEI, mais il était important pour moi aussi de venir en personne échanger avec le collège qui s'occupe de ces questions pour lever tout équivoque. Une faible fréquentation depuis l'annonce de l'ouverture des dépôts de candidature le 31 octobre 2025. Jusqu'à présent, des visites d'information plutôt que des dépôts réels. Il n'y a pas beaucoup de jours. Il faudrait que vraiment les candidats se déploient très rapidement pour qu'ensemble on puisse mieux les traiter, mieux les recevoir. Il ne faut pas attendre les derniers jours et venir dire que la commission ne fait pas son travail. La commission, depuis le 31, a déployé déjà tout son armada pour accueillir tous les potentiels candidats. Donc nous les attendons et nous souhaitons qu'ils viennent vivement pour qu'on puisse les traiter comme il se doit. Cependant, la machine électorale fonctionne bel et bien. Les agents sont disponibles chaque jour de 8h à 18h et la date limite pour soumettre les candidatures est prévue le 12 novembre 2025. Entre autres modalités, d'abord il faut être électeur pour pouvoir prétendre être potentiel candidat, être âgé au moins de 25 ans, jouir de ses droits civils et politiques, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, s'acquitter de sa caution qui est de 100 000 francs CFA, la régularité fiscale doit être à jour, la déclaration surtout des candidatures, cela doit être revêtu de la signature du candidat et signé, légalisé à la mairie. Plus que quelques jours pour passer la première étape en vue des élections législatives du 27 décembre 2025. Si le démarrage est timide, la CEI maintient le cap en attendant l'affluence des derniers jours. Particularité de l'élection des députés, entre autres particularités, c'est qu'il n'y a qu'une seule proclamation de résultats. Quand la commission proclame les résultats, on ne proclame plus de résultats. Mais on peut contester la proclamation faite par la commission électorale indépendante devant le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel peut faire droit à votre requête ou ne pas faire droit à votre requête. Si elle fait droit à votre requête, elle va ordonner à la commission électorale indépendante de reprendre les élections, parce que c'est ça. Mais si elle ne fait pas droit à votre requête, on considère que la proclamation faite par la commission électorale vaut. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux proclamations. C'est terminé pour ce programme Constica Weekly News qui vous est proposé tous les jours à 8h, 11h30, 16h45 et 19h. GMT, avec une déclinaison horaire plus 1 heure pour les pays d'Afrique centrale et pour l'Europe. Restez sur ce programme que vous avez eu l'occasion de suivre à travers cnntv.ci et sur les autres différents bouquets existants partout en Afrique. Et vous avez aussi la chance de regarder ce programme pratiquement en replay sur www.ciwebinfo.ci. 24 h sur 24, cette chaîne CiWeb Info fonctionne de manière permanente et dans cette chaîne, vous n'avez que l'information africaine et vraie. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission tout en remerciant la brillante équipe de CNN pour la couverture des présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire et dire tout simplement qu'ils méritent. D'ailleurs, oui, j'aurai l'occasion de vous donner un jour de repos. Je verrai quel jour il faut vous donner un peu comme jour de repos. Et surtout, je dois essuyer les larmes de mon reporter officiel qui a perdu sa caméra 8K. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. Et il faut qu'ils comprennent que même s'il y a un grand soleil, avoir toujours tout le matériel de couverture pour sa caméra, avoir toujours tout ce matériel et ne pas faire fi du temps qu'il fait parce que le changement de climat aujourd'hui nous réserve d'énormes surprises. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Ça s'appelle des accidents de travail. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme et je vous dis tout simplement à très vite sur CNN TV. Je suis Constica.